Okay, let's have the landing gear down, please. And flaps 20. Okay. Mesdames, Messieurs, bienvenue, c'est Appel d'air. Aujourd'hui, nous allons à Dubaï. Vous voyez, c'est juste en face. La piste est éclairée, on n'a plus qu'à y aller. Là, la température extérieure est de 28 degrés centigrades, le vent légèrement latéral est de 22 nœuds. Et écoutez, étant donné que le vol était un petit peu long aujourd'hui, j'ai décidé de venir donner un petit coup de main au capitaine. C'est un nouveau modèle, c'est le Boeing 777. Alors voilà, là je vais vous laisser parce qu'on n'est pas loin d'atterrir. Alors je vous prie de boucler la ceinture bien sûr et de ne pas fumer surtout. À tout de suite si tout se passe bien. Bon d'accord, c'était un simulateur. N'empêche que le voyage que vous allez faire maintenant, grâce à nous, c'est du vrai. Berceau des mille et une nuits, le golfe Persique est aussi une région aux mille et un visages. En dehors du temps, Dubaï et Oman offrent des contrastes saisissants. La modernité y côtoie sans cesse la tradition, bédouins et businessmen ont appris à cohabiter. L'occasion pour moi de découvrir les deux facettes de cette région du monde. L'émirat de Dubaï et le sultanat d'Oman se trouvent tous deux sur la péninsule arabique. La ville de Dubaï, au sud-est du golfe Persique, compte 350 000 habitants. Oman, pour sa part, est un pays côtier et désertique, avec plus de 1700 km de plage et seulement 2 millions d'habitants. Longtemps placé sous protectorat britannique, Dubaï, rattaché depuis 1971 aux Émirats arabes unis, est également surnommée la Cité des marchands. L'or noir a transformé Dubaï en véritable ville du futur. Tout ici s'est développé à une vitesse incroyable ces 30 dernières années, notamment grâce aux exportations pétrolières. Hello. Are you free? It's okay? Point de départ à Dubaï, l'aéroport international. Ici comme ailleurs, le voyage commence avec les bons tuyaux d'un chauffeur de taxi. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Farik. Farik? Yes. Nice to meet you. My name is Enchanté, moi c'est Alexandre. C'est la première fois que je viens à Dubaï et j'aimerais bien que vous m'emmeniez faire un tour pour me montrer la ville. Ça fait longtemps que vous vivez ici? Oui, je suis arrivé ici en 1983. En fait, moi, je suis originaire de l'Inde. À cette époque, la ville n'était pas du tout développée. Aujourd'hui, la croissance va très très vite. Je vais vous montrer, vous allez voir. Je peux vous faire la visite de Dubaï. Donc c'était comment au début? C'était juste du désert? Il y avait du désert, il y avait des vieux bâtiments. Mais en fait, c'était surtout du désert. Regardez comment ça a changé en si peu de temps. Dubaï est au commerce et au shopping ce que Las Vegas est au jeu, une véritable capitale mondiale. Quand on débarque à Dubaï, les gratte-ciels sont là pour rappeler que dans la cité des marchands, le commerce est roi. Le pétrole ne représente plus aujourd'hui que 17% des richesses du pays. Et Dubaï est devenu une plaque tournante du commerce des produits de luxe. Des centres commerciaux ultramodernes se sont multipliés et les avantages fiscaux ont attiré des hommes d'affaires du monde entier. Les expatriés en provenance du Moyen-Orient, d'Europe ou d'Extrême-Orient représentent aujourd'hui près de 80% de la population de la ville. Thank you very much, Farik. Okay. Thank you. It was great. Ok, ça vous a plu? Oui, oui, beaucoup. Et merci beaucoup pour les informations. Hope to see you soon.
À bientôt. À bientôt. Changement de décor, le contraste est saisissant. À 2 pas des gratte-ciel et des centres commerciaux tout en marbre, bourdonnent les traditionnels souks, tout droit sortis des 1001 nuits. Nous sommes ici au marché aux épices, comme si toutes les odeurs de l'Orient s'étaient réunies. On retrouve là la plupart des épices exotiques, le cumin, le safran, la cannelle ou encore la coriandre, mondialement surnommée le persil arabe. Il y a aussi bien sûr l'encens. Ce vendeur me révèle que la source de l'encens n'est pas très loin d'ici, précisément en Oman, le pays voisin. Il m'explique que c'est là-bas, dans le Dhofar, une région désertique, que l'on trouve les mugurs les plus réputés au monde. Le mugur, scientifiquement appelé le boswellia, est l'arbre dont la résine est utilisée pour la fabrication de l'encens. Mais ça brûle vite, hein. Ça brûle très vite, hein. Et ça, à l'époque, il y a très longtemps, ça allait plus cher que de l'or, vous vous rendez compte? Bien avant les produits de luxe, le pétrole et même les perles, au début de notre ère, c'est l'encens qui a fait la richesse de la région. Et réflexion faite, ce serait vraiment dommage de repartir d'ici sans aller voir à quoi ressemble cette vallée de l'encens. C'est justement pour transporter de l'encens, mais aussi des perles rares, que les premiers bateaux quittèrent Dubaï il y a près de 3000 ans, en direction de l'Inde, de l'Iran ou même de l'Afrique occidentale. Petit bras de mer traversant le cœur de la ville, la crique est le centre historique mais aussi l'artère principale de Dubaï. Les abras, sorte de taxis sur l'eau, restent d'ailleurs aujourd'hui le mode de transport privilégié des Dubaïtes. Et pour cause, ça reste plutôt bon marché. On peut en effet traverser la ville pour seulement un demi-dirham, soit un petit peu moins de 1 franc. Ce n'est pas un hasard si jadis on surnommait Dubaï la Venise du Golfe. À l'origine, Dubaï n'était qu'un petit port de pêche. La ville doit d'ailleurs son développement à une tribu de pêcheurs, les Bani Iyaz de l'oasis de Liwa. C'est précisément de cette tribu qu'est issue la famille Maktoum qui règne aujourd'hui encore sur Dubaï. On débarque ici dans le quartier marin de la ville, le vieux port de Dubaï, situé juste à l'embouchure de la crique. Sur ce chantier, à quelques pas du vieux port, on fabrique encore, et à l'ancienne, des dhows, le boutre le plus célèbre, le bateau traditionnel des Arabes. Les premiers dhows furent construits dès le premier millénaire avant notre ère. Il n'existait que 2 modèles à l'époque, le grand, également appelé le Begala, et le petit dhow, le Ganja. Les boutres fabriqués aujourd'hui sont environ 10 fois moins gros que ceux de l'époque. Il n'était pas rare, en effet, de voir alors des dhows de 500 tonnes quitter le port de Dubaï. Même si les techniques utilisées peuvent paraître quelque peu primitives, le processus est parfaitement huilé. Tout, ou presque, est fait à la main. Ce sont les Portugais qui ont introduit l'usage des clous dans la région à l'époque où ils occupaient Oman, le pays voisin. Tout ici est encore produit dans le respect de la tradition. Pourtant,
Mohamed Al-Khattal, le patron du chantier, sait qu'il va devoir s'adapter. Le bois est de plus en plus rare actuellement et on risque hélas bientôt de ne plus en trouver suffisamment pour fabriquer les différentes pièces d'un bateau. Alors on est obligé de changer progressivement et d'utiliser de la fibre de verre. À l'avenir, ce sera mieux que d'utiliser du bois, moins de maintenance, le coût sera à peu près le même, mais la fabrication plus rapide. La construction, en utilisant la fibre de verre, nous demandera seulement 6 mois, alors qu'avec du bois, il nous faut aujourd'hui 18 mois. Même si l'investissement de départ est le même, ce sera moins cher à terme, parce que cela demandera moins de main-d'œuvre, pas de clous, donc moins de matériaux aussi. Et puis le bois a de nombreux inconvénients, car il craint le vent ou la pénétration de l'eau. Que voulez-vous, les temps changent, il faut bien s'adapter. Un dernier regard vers ces bateaux qui ont fait l'histoire maritime. Les ouvriers savent bien qu'ils fabriquent là les derniers Dao. Mais à Dubaï, peut-être encore plus qu'ailleurs, on sait depuis 30 ans qu'il faut constamment s'adapter au progrès. Quittons Dubaï, mais pas sans avoir effectué un dernier survol de la ville. Et vu du ciel, les buildings sont encore plus impressionnants. Voici le Jumeirah, premier hôtel 6 étoiles du monde. 600 suites et pas moins de 18 restaurants. Les raffineries pétrolières en périphérie de Dubaï sont monumentales. Le pays prétend d'ailleurs avoir dans son sous-sol plus de 200 ans de réserve. Mais avoir du pétrole n'empêche pas toujours d'avoir des idées. Dubaï, depuis 10 ans, a considérablement développé son tourisme, profitant notamment d'un autre don de la nature, ces kilomètres de plages de sable blanc. Abu Dhabi, considérée comme la capitale des Émirats arabes unis. Un peu à l'image de Dubaï, les richesses engendrées par les exportations de pétrole ont permis à la ville de se développer très rapidement ces 20 dernières années. Même si l'architecture est ici un peu moins démesurée qu'à Dubaï. Quand la mer s'éloigne, le désert approche. À moins de 5 minutes d'hélicoptère d'Abu Dhabi, les buildings laissent la place à d'autres types de forteresses, beaucoup plus ancestrales celles-là. Retour les pieds sur terre, ou plutôt les roues dans le sable. Il faut maintenant affronter les dunes. Les plus hautes ici mesurent 100 mètres. Une seule technique au volant, prendre toujours un maximum d'élan. À moins de 100 km de Dubaï, en plein désert, il semble qu'il y ait encore des rencontres à faire. On dirait que ce faucon cherche à nous emmener quelque part. Ah, mate. Good lad. Yeah, filthy bird, look at you. Hello. Hello.
J'étais sur la piste et puis j'ai vu l'oiseau aller et venir dans le ciel et puis j'ai eu envie de le suivre. Oui, il vient de finir son exercice, il se repose maintenant, il est un peu fatigué. C'est un faucon? Oui, c'est un faucon. Au fait, je m'appelle Alexandre. Moi, c'est David. Enchanté. D'où venez-vous? Nous venons de Dubaï. D'habitude, on fait voler nos oiseaux à Dubaï, mais parfois on les emmène voler dans le désert. Vous vivez à Dubaï, mais vous y êtes né? Non, je suis né en Afrique du Sud. J'ai été invité par une société européenne qui entraîne des faucons. C'est votre travail? Oui, c'est mon travail. Et comment avez-vous décidé de faire ce travail? C'est quand même étrange, non? Oui, c'est un travail très étrange. En fait, j'ai entendu parler de la fauconnerie quand j'étais très jeune. Des gens qui entraînaient les oiseaux pour voler sur commande et revenir à leur point de départ. J'ai trouvé ça fascinant. J'ai déménagé en Angleterre quand j'avais 8 ans. Et j'ai rencontré un homme qui entraînait des oiseaux en professionnel. Je lui ai rendu visite chez lui très souvent et doucement mais sûrement, j'ai commencé à apprendre. C'était juste un hobby, pour m'amuser. Quand j'ai été un peu plus vieux, j'ai décidé que la fauconnerie ne serait pas qu'un hobby. J'ai décidé de m'y adonner à plein temps et donc d'en faire mon travail. Mais au départ, c'était juste pour m'amuser. Je suis d'accord, c'est assez original. Oui, c'est la première fois que je rencontre quelqu'un qui fait ce travail. Dans cette région du monde, c'est un peu plus courant. Ici, en Arabie, et en particulier aux Émirats arabes, la fauconnerie est très populaire. En fait, c'est considéré comme un sport national et presque tout le monde ici pratique la fauconnerie. Tout le monde s'intéresse à ce sport. Pour moi et les gens de la profession, c'est vraiment le pays où il faut être parce que c'est une activité très courante ici. Et ici, dans le désert, quel genre de proie les faucons peuvent-ils trouver? Oh, bien à cette heure-ci, ils en trouvent très peu parce qu'il fait très chaud et tous les petits oiseaux sont partis. Mais en général, ce qu'ils chassent dans le désert, c'est un oiseau appelé houbara, un assez gros oiseau, et aussi le karawan, plus petit. Les deux sont comme des gros ou des petits poulets qui vivent ici dans le désert. On est venu voler à cette heure-ci, même s'il n'y a rien à chasser, parce que c'est un exercice pour se mettre en forme. Mais normalement, quand on sort chasser, on chasse des oiseaux pour les manger. Ça vous plairait de voir mes autres faucons? Ah oui, ils sont à côté? Ils sont juste là, derrière la dune. Ah bah d'accord, avec plaisir, merci. Et quel est le nom de celui-là? Celui-ci, c'est Fata. C'est une femelle? Non, c'est un mâle. Il a été baptisé par un de mes amis qui ne savait pas si c'était une femelle ou un mâle. Mais il aimait bien le nom Fata. Donc, voilà la petite famille. Oui, c'est une famille, c'est vrai. C'est qui celui-là? Ce petit-là s'appelle Jack, c'est un pèlerin. Là, c'est Panther. Là, c'est VJ. Et puis là, vous avez Scud, c'est un missile incontrôlable. Là, vous avez Beach. Et là, c'est Zip. Eh oui, Zip. Eh ben, salut tout le monde. Celui-là, c'est un de mes faucons les plus expérimentés. Si vous avez envie d'en tenir un, c'est le meilleur pour vous. Ah oui? Mais je pensais qu'ils étaient habitués à vous et seulement à vous. Non, un fauconnier entraîne ses oiseaux pas seulement pour lui-même, mais pour travailler avec tout le monde. Il se comportera avec vous exactement comme il se comporte avec moi. Ah, pour les oiseaux, tous les humains sont pareils. Ah, dommage pour vous. Eh oui, c'est dommage pour moi. Tout ce travail d'entraînement, il va avec tout le monde. Je peux essayer? Oui, laissez-moi vous montrer. Vous mettez votre main gauche ici. On utilise toujours la main gauche parce que la main droite doit être libre pour faire tous les nœuds. Si vous vous accroupissez là avec moi, oui, c'est parfait. Ok, ce qu'on va faire maintenant, c'est utiliser le dos de votre main et le pousser sur la poitrine de l'oiseau et automatiquement il va monter sur votre gant. Ok, ce que je vais faire maintenant, c'est le détacher. Maintenant, relevez-vous et voilà. Un pèlerin mâle. Et maintenant, je vais enlever le masque pour vous. Son nom, c'est Zip. Oui, c'est Zip, un gentil pèlerin mâle. Et il vous regarde là, vous voyez, il dodeline de la tête. Il doit se demander qui je suis. Oui, il se demande qui c'est, je n'ai jamais vu cet homme avant. Mais vous êtes là, alors il se sent bien. Il me voit en même temps, donc il n'y a pas de problème. Il est très beau, ce petit oiseau. Maintenant, vous voyez, il commence à trembler, mais c'est pas par peur. Il commence à faire une poussée d'adrénaline, il est très excité. Parce que normalement, quand je le tiens comme vous le faites et que j'enlève le masque, il sait que c'est l'heure de voler. Il pense « Super, c'est le moment de voler ». Retour sur la piste.
La vallée de l'encens est encore loin, là-bas, au bout, tout au bout de ce désert qui n'en finit plus. Al Ain, juste avant la frontière entre les Émirats et Oman. Il est à peine 6 heures du matin. Des chameliers, acheteurs ou vendeurs arrivent de toute la région et même parfois d'Arabie Saoudite, d'Inde ou du Pakistan. Nous sommes ici sur le plus grand marché aux dromadaires du Moyen-Orient. On y échange chaque jour près d'1 millier de têtes. Aucun préfixe. Tout ici est affaire de négociation, souvent bruyante et toujours très serrée. Rencontre avec Abdallah, un des vendeurs de chameaux d'Al Ain. Dans ce marché, il y a environ 900 chameaux. Ce marché est ouvert tous les jours. Il y a des chameaux en provenance du Soudan, du Pakistan et aussi du Koweït. Il y en a qui viennent ici pour acheter et revendre immédiatement après, parce qu'ici ce n'est pas cher. Mais ici, il y a des chameaux que l'on achète et qui sont sacrifiés pour protéger les enfants. Les petits chameaux, on les achète pour le mariage, pour les égorger en offrande à Dieu. Quand quelqu'un veut se marier, il achète des chameaux pour le festin ou comme cadeau à la mariée. Il y a beaucoup de touristes qui fréquentent ce marché. On trouve même des Allemands, des Russes, des Américains, des Canadiens et des Suisses. Ce marché est un vrai spectacle. Les négociations se durcissent. Ce sont ici des dromadaires de course, le sport national à Dubaï. Et le prix de ces Formule 1 du désert est exorbitant. Un Ourasi local s'est un jour négocié à près de 250 000 $, soit plus d'1,5 million de francs. Marhaba, autrement dit, bienvenue en Oman. Après des kilomètres de dunes et de sable, le paysage devient soudain plus rocheux, plus rude. Oman est sans conteste le pays arabe dont la géographie est la plus variée. Tous les reliefs sont présents. On surnomme d'ailleurs les Omanais les fils de la mer, de la montagne et du désert. Oman, le sultanat des 1001 nuits, est un pays musulman depuis 630. C'est à cette époque que Amir bin al-As, envoyé par le prophète Mahomet, arrive en Oman pour prêcher la parole d'Allah. Le pays se convertit à l'islam et les Perses se retrouvent alors chassés du pays. Plus tard, au XVIe siècle, ce sont les Portugais qui s'y installeront, puis au XVIIe siècle, les Britanniques. L'arrivée en Oman commence par la traversée du massif de l'Ajar. Là où précisément, on a relevé les premiers signes de vie humaine dans le pays. Des fouilles récentes ont permis de retrouver des silex taillés par l'homme et qui remonteraient à 13 000 avant Jésus-Christ. Oman reste aujourd'hui très attaché à son histoire, dont cette forteresse, le palais d'Al Jabrin, est l'un des plus beaux vestiges. Salam alaikum. Salam alaikum. How are you, my friend? Sadiq. Oman compte près de 400 palais et châteaux à restaurer. La plupart sont classés sites du patrimoine mondial par l'UNESCO. L'actuel sultan a d'ailleurs fait de ces restaurations l'une de ses priorités.
Depuis 1983, le pays sollicite pour cela des experts marocains. Le château a été construit en 1670 par le chef de l'État d'Oman de l'époque. C'était l'imam, une sorte de roi du XVIIe siècle. Il a fallu 30 ans pour construire ce château entre 1640 et 1670, et 9 ans pour que nous le restaurions. Le château est en deux parties, un côté d'une hauteur de 16 mètres avec 2 étages, l'autre de 22 mètres avec 4 étages. Il y a 35 pièces et 350 personnes habitaient là, avec l'imam. Mais cette forteresse a été construite pour se défendre contre qui? Toutes les tribus se battaient beaucoup entre elles, mais ce palais était surtout un lieu de résidence. Bien sûr, il était défensif aussi. Ici, ce sont les cuisines, et il y a 3 puits dans la cour. Dans celui-là, il y a encore de l'eau. C'est très profond, plus de 30 mètres. Là-haut, c'est un balcon d'époque, en bois de teck. Le teck vient du Pakistan? Non, d'Inde. Ici, ce sont des poèmes arabes taillés dans la pierre. Ils sont d'époque. Ce ne sont pas des extraits du Coran, mais des poèmes. Et ce ne sont pas des reconstitutions? Non, non, on les a seulement nettoyés. Ce sont des originaux, ils ont 328 ans. Plus de 300 ans. Ils étaient alors éclairés par des lampes à huile. Et de quoi ces poèmes parlent-ils? Et ils étaient écrits pour le roi, l'imam, par les gens qui habitaient là. Ici, c'est un coffre d'époque, construit en bois de cèdre d'Oman. Oui, oui, du bois local. C'était pour ranger les vêtements, les maquillages et les bijoux. C'était pour les femmes, pour ranger toutes sortes de choses. C'est le fameux cèdre d'Oman. C'était le vanity case de l'époque. Donc les filles mettaient leur maquillage. 300 ans, hein, ce coffre a 300 ans. 300 ans. Ça tient bien, hein. C'est du bois local. Ici, c'est ce que l'on appelle la pièce pour VIP, pour recevoir les invités importants. Parce qu'au XVIIe siècle, c'est dans cette pièce que les gens très importants étaient reçus par l'imam. On l'appelle aussi la pièce aux 14 fenêtres, ce qui donne beaucoup d'aération et de lumière. Dans d'autres pièces du château, il y a très peu de fenêtres, et moins de lumière qu'ici. Elles sont sombres. Le plafond est aussi d'époque. Il a été dessiné comme un tapis de l'époque. C'est la plus belle pièce du château. Et qu'est-ce que les invités importants faisaient dans cette pièce? Ils négociaient avec le roi, ils parlaient, ils buvaient du café, et il y avait aussi des réceptions. C'était une salle de réception. Pour quitter le château, on va passer par la salle des prières. Thank you very much. Bye bye, my friend. Nice to see you. Hope to see you. Wish for my television French. Okay. Bye bye. Bye. Thank Ciao. Au revoir. Il faut maintenant redescendre. Prochaine étape, Nizwa. Au pied des montagnes, l'ancienne capitale d'Oman. Nizwa est aussi la ville qui s'est convertie le plus rapidement à l'islam au 7e siècle. Cette capitale des imams, cœur historique d'Oman, est indiscutablement le plus haut lieu spirituel et intellectuel du pays. Les relations entre les imams de Nizwa et les sultans de Mascate ont toujours été très tendues. En 1955, il a même fallu l'aide musclée des Britanniques pour que Nizwa réintègre définitivement le sultanat. Aujourd'hui, bien que toujours très respectueuse de ses traditions, Nizwa cherche à donner l'image d'une cité florissante, véritable plaque tournante du commerce intérieur.
Eric, un jeune Français qui a décidé de s'installer ici, me fait découvrir le marché au bétail qui se tient chaque vendredi autour du plus vieil arbre du centre-ville. Avec un cheptel qui s'élève à près de 900 000 têtes, la chèvre est l'animal le plus répandu en Oman. Les négociations sont animées, l'ambiance survoltée. Un Omanais qui vend son bétail est au moins aussi agité qu'un Dubaïde qui cède un chameau. Les gens sont tout autour, ils restent debout ou au milieu, les plus vieux sont au milieu, ils sont tous assis. Ouais. Et ils font bouger les chèvres, et quand ils sont potentiellement intéressés par une chèvre, ils font venir la chèvre à eux. Enfin, à ce moment-là commencent les discussions d'argent. Ah ouais? Les discussions d'argent, c'est très drôle parce que tu as vraiment l'impression qu'ils s'engueulent. Finalement, à la fin, ils traitent ou ils traitent pas. Et là, c'est un une fois qu'ils achètent, ouais. Et pour savoir le prix, on ne sait jamais exactement s'ils ont acheté ou pas. C'est assez drôle, c'est assez folklorique. Et ça a lieu une fois par semaine ou tous les jours? Non, c'est le vendredi matin uniquement. Ah d'accord. Ah là, j'entends une vache. Ouais, en fait, on appelle ça le marché aux chèvres parce que principalement, c'est des chèvres qui vendent. Mais il y a des vaches, il y a peut-être un ou deux buffles de l'autre côté si on a de la chance. Je te remercie en tout cas. Pas de rien. Merci. Îlot de fraîcheur. J'arrive ici en plein cœur de la Batina, une région que l'on appelle aussi le jardin de l'Oman. Réputé pour ses 10 millions de palmiers dattiers qui permettent chaque année la récolte de 150 000 tonnes de dattes. Depuis le 19e siècle, c'est la principale culture d'exportation du pays. La Batina est un vaste espace de végétation qui s'étend sur près de 40 000 hectares depuis la frontière avec les Émirats jusqu'à la capitale, Mascate. C'est en fait une longue plaine fertile très étroite. Elle n'excède jamais 2 km de largeur. Situé malgré tout dans une région au climat désertique, le jardin de l'Oman profite en fait d'un système d'irrigation très performant d'origine médo-perse, importé 4 siècles avant Jésus-Christ par l'empereur Cyrus lorsqu'il annexa l'Oman occidental. Voilà, alors ça c'est ce qu'on appelle un falage. Et un falage, en fait, c'est un système d'irrigation très simple et très ingénieux en même temps parce que ça existe ici depuis la nuit des temps. C'est ce qui permet d'irriguer toute la région. Alors comment on s'y prend? En fait, il s'agit de capter la source d'une nappe phréatique ou sinon les eaux d'un wadi. Un wadi, c'est un petit ruisseau. Là, il s'agit de capter les eaux d'un wadi. Et en creusant des galeries souterraines qu'on entretient en creusant des puits à des distances à peu près égales. C'est beaucoup de travail, mais ça marche depuis très très longtemps ici. Et donc ce système permet d'amener l'eau exactement où on veut, dans les villages ou dans les plantations. Et grâce à ça, eh bien, ça permet à des régions extrêmement désertiques à l'origine d'être devenues maintenant des régions agricoles et de voir de belles oasis comme ici. Cet homme était en train de mettre du pollen extrait d'un arbre mâle sur donc un arbre femelle afin de le fertiliser. Et il faut savoir qu'un palmier dattier peut produire jusqu'à 120 kg de dattes par an. Donc c'est un travail nécessaire. Et quand on pense qu'il a 97 ans qu'il arrive à faire ça, franchement chapeau. Hein.
À pied entre Nizwa et Mascate. Juste avant de retrouver la mer, c'est l'occasion de traverser quelques villages bien ancrés dans les terres omanaises. Cette région est restée coupée du monde extérieur jusqu'aux années 80 qui ont vu la création de la route reliant les deux principales villes du pays. Dans ces contrées, les paysans ont su conserver un rythme de vie paisible, en parfaite adéquation avec leur environnement. Mascate, la capitale d'Oman, est également surnommée la cité-forteresse. Ce sont en fait les avancées rocheuses des basses montagnes alentours qui ont contribué au fil des siècles à lui donner la réputation d'une ville imprenable. Un cirque montagneux que des générations d'Omanais n'ont eu de cesse de fortifier. Mascate en arabe signifie lieu d'ancrage, comme pour rappeler que la ville s'est construite autour de son port et que la tradition maritime est très forte ici dans le pays de Sinbad. C'est au 7e siècle avant Jésus-Christ que les premiers marins quittèrent le port de Mascate pour commercer avec l'Inde et la Chine. Bien plus tard, en 1497, c'est sous les ordres d'un capitaine de bord omanais, Bin Majid, que Vasco de Gama partit à la découverte de la route des Indes par le cap de Bonne-Espérance. Juste derrière le pétrole, la pêche est aujourd'hui encore la principale source de richesse du pays. Elle représente à elle seule un tiers des exportations non pétrolières de l'Oman. D'ailleurs, un Omanais sur deux est pêcheur ou agriculteur. Les eaux du golfe d'Oman sont chaudes et très poissonneuses. Elles abritent plus de 150 espèces de poissons différentes. Des sardines comme ici, ou encore des thons, des requins et des espadons. Oman dispose de plus de 1700 km de côtes et de plages. Nous sommes ici sur celle de Ras Al-Had. C'est une réserve naturelle très protégée, un site classé pour ses tortues. Le gardien des lieux accepte d'être mon guide. Là, il est 3 h du matin. Si on a de la chance, on verra peut-être 4, 6, voire 10 tortues. Et vous restez ici toute la nuit ? Oui, et je viens tout le temps voir les tortues. Chaque année, entre septembre et novembre, 9 à 12 000 tortues viennent ici pondre chacune une centaine d'œufs. Et souvent à l'endroit où elles-mêmes ont vu le jour 30 ans auparavant. Ces tortues arrivent de la côte africaine, de Somalie et d'Éthiopie. Elles ont parcouru près de 3000 km. Quand la tortue sort de l'eau, elle reste au bord et elle creuse. En premier lieu, elle creuse à l'avant pour s'équilibrer. Puis quand elle a trouvé cet équilibre, elle creuse à l'arrière. Elle commence donc par faire un grand trou et seulement après, elle creuse un plus petit trou, 50 cm de diamètre environ. C'est là qu'elle déposera ses œufs. Les tortues ont choisi cette plage de Ras Al-Had pour la qualité du sable. Il est ici particulièrement ferme et ne s'effondre pas quand elle creuse. Chaque œuf déposé ici restera bien protégé pendant les 2 mois de gestation. Ensuite, une fois sortis, ces bébés tortues s'exposeront alors aux dangers des prédateurs, tels que les oiseaux, les renards et les chiens. Sur 1000 bébés tortues, seulement 10 ou 20 survivront.
Une fois leurs œufs profondément enfouis dans le sable, les tortues retournent chez elles. C'est reparti pour 3000 km, dans l'autre sens. La vallée de l'encens se rapproche. Et pourtant, il paraît que le plus difficile reste à venir. Après ce dernier tronçon en bord de mer d'Oman, il va falloir maintenant s'attaquer au désert. Plus on s'éloigne de la côte, plus le paysage devient sauvage. Dernière trace de végétation avant de pénétrer de plein pied dans l'immensité du désert de Dhofar. Je m'arrête un instant devant la maison de Job. C'est ici que repose l'auteur du fameux livre du même nom. Peu à peu, l'endroit est devenu un lieu de culte. De très nombreux musulmans viennent chaque jour s'y recueillir et prier. Depuis que le pays a adopté les valeurs de l'islam, les Omanais sont toujours restés très respectueux des traditions musulmanes et des pratiques enseignées par le Coran. Le livre de Job, constitué au 5e siècle avant Jésus-Christ, est considéré comme un chef-d'œuvre de la poésie orientale. Il pose la problématique du mal qui prétend que parfois, des justes peuvent être malheureux, alors que le bonheur serait offert à certains qui ne le méritent pas. L'œuvre ne donne pas de solution, mais invite à la foi. On ne justifie pas Dieu, écrit Job, on s'incline devant lui. Pas très loin d'ici, je tombe par hasard sur les préparatifs d'un mariage. La future épouse qui accueille ses amis n'est plus qu'à 3 jours de l'échéance. Et pourtant, cette fête n'a rien d'un enterrement de vie de jeune fille traditionnelle. Les préparatifs du mariage durent près de 3 mois. Une période au cours de laquelle les futurs époux ne se voient pas. La mariée restera d'ailleurs constamment voilée. C'est l'occasion tout de même de voir quelques visages de femmes, car traditionnellement, elles portent toujours le burqa, une sorte de masque teint à l'indigo naturel. Les femmes en Oman restent le plus souvent très effacées. Surtout dans ces villages retirés. Seulement 2% des femmes travaillent, essentiellement dans le secteur public à Mascate. Raya, qui m'a invité à ce mariage, a la gentillesse de m'expliquer comment ça se passe ici. Traditionnellement, les Arabes se marient d'abord entre cousins ou entre voisins, plutôt que de sortir du cercle intime. Les parents disent à leur fils « On a décidé qu'il était temps de te marier. Que penses-tu de te marier avec ta cousine de telle ou telle maison? Ta tante a des filles très belles, elles sont de ton âge. Pourquoi ne choisis-tu pas une de celles-là » Les parents choisissent donc une fiancée pour leur fils. En un sens, oui, mais finalement, c'est le garçon qui accepte ou qui refuse la fille qui lui est proposée. Il est libre. Et la fille aussi a la possibilité d'accepter ou de refuser. C'est pas totalement imposé.
Mais la fille doit attendre d'être choisie. Oui, elle est choisie. Ce n'est donc jamais la fille qui fait le choix. Non, c'est jamais la fille qui fait le choix en premier. Mais si elle ne veut pas, elle dit simplement non et on ne lui imposera pas le mariage. Et alors si elle ne veut pas? Elle l'explique à ses parents bien avant que la décision soit prise. Et ça arrive parfois? Oui, ça arrive assez souvent. Si les deux fiancés sont d'accord, les préparatifs commencent pour un grand mariage. Ce soir, par exemple, c'est une fête spéciale pour la future mariée. Elle invite sa famille et ses amis. Il y a beaucoup de musique, mais elle ne montrera pas son visage. Cette phase de préparation dure de 3 à 7 jours. Et pendant ces jours, que se passe-t-il pour la fiancée? On effectue tout un processus pour la rendre la plus belle possible. Et exactement 3 jours avant le mariage, elle est maquillée au henné par la spécialiste de la région. C'est une vraie cérémonie avec entre 50 et 70 invités, plus spécialement des amis très proches, de l'école ou du même âge. Bien sûr, le henné est liquide, sous forme de pâte. La future mariée doit donc rester assise là, masquée, jusqu'à ce que le henné sèche. Pendant ce temps, les invités écoutent de la musique, ils mangent. Ça dure jusqu'à minuit. Et après ça, tout le monde rentre chez soi et la fille va dormir. Le lendemain, il y a d'autres préparatifs. Et le 3e jour, elle est parée des plus beaux vêtements, des bijoux et du plus beau maquillage. Elle entre dans la salle de réception, son fiancé s'approche d'elle et là, la vie ensemble commence vraiment. Ils partent ensuite pour leur lune de miel ou directement chez eux. Voilà, la cérémonie est finie. Ce n'est que dans 3 jours, lors de la cérémonie officielle, que le marié pourra enfin lever le voile sur sa jeune épouse. Impossible, hélas, de rester plus longtemps. Le mariage se déroule à huis clos. Tant pis, c'est l'occasion de reprendre la route, la vallée de l'encens est encore loin. L'encens qui ici, comme d'ailleurs dans la plupart des cérémonies religieuses, a encore son rôle à jouer. Dernière étape, et pas la plus simple, le désert de Dhofar. Celui que Wilfried Tessiger, après l'avoir traversé, n'a pas hésité à rebaptiser le désert des déserts. Sans doute le plus sauvage au monde. Un désert apparemment sans limite. La traversée durera 2 jours. Depuis l'est du Dhofar jusqu'au Rub al-Khali, le désert des déserts s'allonge sur près de 1500 km. Il s'étend même sur 3 pays différents, Oman bien sûr, mais aussi l'Arabie Saoudite et le Yémen. Un terrain d'une hostilité incroyable. Les Bédouins en sont les seuls habitants. Laurence d'Arabie, en 1926, dans Les 7 piliers de la sagesse, écrivait « La vie bédouine ici est dure, même pour ceux qui y sont accoutumés. Terrible pour les étrangers, c'est une véritable mort vivante. » J'arrive enfin à la source de l'encens. Malgré leur allure rabougrie et torturée, les arbres de cette petite vallée, des Boswellia sacra, sont réputés pour fournir la résine la plus pure du monde. Une résine que cet homme travaille à la main. Il faut d'abord inciser le tronc de chaque arbre afin de pouvoir récupérer ce liquide blanchâtre et suintant qui mettra ensuite 3 semaines environ avant de durcir. Excusez-moi monsieur, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Je suis un des derniers à faire ce travail ici à Oman. C'est un honneur pour moi et il n'y a que les vieux, les sages qui sont autorisés à le faire.
Vous voyez, ça c'est un encens que je viens d'extraire de cet arbre que je martèle. Je lui enlève cette écorce pour que l'encens apparaisse et commence à transpirer un peu. Au bout de 15-20 jours, quand il est dur et de bonne qualité, je l'extrais comme je viens de le faire là. À ce moment-là, on peut le manger ou le vendre. Moi, j'en mange souvent, vous savez, c'est bon pour les reins, c'est bon pour l'estomac aussi. Regardez cet encens, il n'est pas bon. C'est plutôt une écorce, mais ça par contre, ça là, c'est bon. L'encens qui est de bonne qualité, on le reconnaît, il est comme ça, vous voyez? Après, on attend que l'arbre refasse de l'écorce. Et à chaque fois, on l'enlève. On recommence ça depuis des millénaires. Ça, c'est la meilleure qualité d'encens, vraiment la meilleure. Masalama, Moussala. Attends. Prends ça avec toi, ça te fera un souvenir du Dhofar. Thank you very much. Masalama. L'encens issu de ces derniers bossuelas sert aujourd'hui essentiellement à fabriquer le parfum le plus cher du monde, l'amouage, pour hommes et pour femmes. Le prix d'un flacon peut atteindre 80 000 francs. Il est très prisé dans tout le Moyen-Orient, mais aussi depuis peu aux États-Unis. Durant toute l'Antiquité, l'encens du Dhofar brûla dans les temples égyptiens, babyloniens, hébraïques, perses, grecs et romains. C'est d'ailleurs ce commerce de l'encens qui a fait la richesse de l'Oman pendant près de 3000 ans, bien avant le pétrole ou les perles.